Bonjour. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la loi de la réfraction. Puis, on va commencer par faire un petit exemple, là, le regarder ensemble, celui qui est à la page 11 de votre document. Donc, ici, on a une étoile de mer qui est dans un aquarium. Puis, on dit qu'une personne ici, là, on voit la position de l'œil sur le schéma, là, est tout juste capable de voir l'étoile de mer. Donc, on demande quel est l'indice de réfraction de l'eau, sachant que c'est de l'eau salée. En fait, de l'eau pure, ça serait un indice de réfraction de 1,33, mais là, on suppose que ça va être un peu différent. On dit que l'aquarium est 36 cm de haut, puis on va se servir donc de cette mesure. Vous voyez ici, on a dessiné un schéma du parcours du rayon en bas, puis le rayon va partir de l'étoile de mer, va se rendre au rebord de l'aquarium, puis il va subir une réfraction et sortir à l'horizontale vers l'œil. Donc, ça suit le pointillé qui était fourni. Nous, on a mis des lignes pleines parce que c'est le rayon. On a mis la surface de l'eau qui est ici. Fait que la normale est identifiée par un pointillé. Elle va être perpendiculaire à la surface de l'eau qui est horizontale, donc elle va être verticale, la normale, au point où le rayon va atteindre l'interface entre l'eau et l'air. Donc, l'angle 1, ça va être l'angle entre la normale et le rayon qui est incident dans l'eau. Puis, l'angle 2 va être l'angle entre la normale du côté de l'air, puis le rayon réfracté. On voit ici que le rayon est réfracté à 90 degrés de la normale. Donc, on connaît notre angle θ2. Je vous rappelle aussi que l'indice de l'air, c'est une valeur de 1. Donc, si on prend notre loi de Snell-Descartes, ici, on va pouvoir l'utiliser, mais il nous manque quelque chose encore. On a N2 qui est l'air, N1 qui est l'inconnu qu'on cherche, θ2 qui est le 90, mais on n'a pas le θ1. θ1, par contre, on va être capable d'aller le trouver parce que je vais faire un schéma ici qui montre le rayon dans l'eau. Puis, on indique ici qu'on a 36 cm de haut. Ça forme un triangle rectangle. On cherche l'angle au sommet ici, dans notre triangle rectangle, qui est le θ1. Puis, pour trouver ça, on va se servir du fait que c'est dans le texte. Là, on dit on a 40 cm ici entre le bord de l'aquarium et l'étoile de mer. Ça, c'est un petit rappel de trigonométrie encore. Quand on a des côtés d'un triangle et on cherche un angle, ça doit vous faire penser un peu aux définitions sinus, cosinus et tangente. Celle qui fait intervenir comme là, l'angle, c'est l'angle qui est au sommet. Donc, je vous rappelle que le côté qui est à côté de l'angle, on appelle ça le côté adjacent. Tandis que l'hypoténuse, bien sûr, c'est la ligne qui est oblique. Puis le côté qui est face à l'angle s'appelle l'opposé. Si vous vous référez aux définitions de trigonométrie, la tangente d'un angle, c'est égal à opposé sur adjacent. Tandis que si on regarde le sinus, le cosinus, bien ça fait intervenir l'hypoténuse. Comme on pourrait aller la chercher, mais ce sera un détour ici. Fait qu'on va utiliser la tangente. Donc, c'est ce qui est écrit ici à la deuxième étape. La tangente de l'angle θ1 va être égale au rapport de le côté opposé 40 cm sur côté adjacent 36. Donc, pour isoler, on fait 40 sur 36, puis arc tangente ou deuxième fonction tangente de la valeur. Et on obtient 48 degrés. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés parce qu'on veut obtenir un angle en degrés. Donc, à partir de là, on a toutes nos informations sauf N1. N1, c'est ce qu'on veut trouver, c'est l'indice de réfraction de l'eau salée. Donc, on insère nos valeurs dans notre équation. Le sinus de 90, ça égale 1. Donc, finalement, à droite, on va avoir simplement la valeur 1. Donc, on va diviser ça par le sinus de 48 degrés et on va obtenir finalement la réponse. L'indice de réfraction de l'eau salée va être de 1,345. OK, alors on arrive maintenant à un phénomène qu'on voulait explorer aujourd'hui, c'est la réflexion totale interne. Donc, c'est un peu long à écrire, là, fait que j'utilise souvent l'abréviation RTI. Donc, c'est pour réflexion totale interne. Donc, on est toujours en train de parler de réfraction, mais on a déjà vu, je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'on l'a vu dans la démonstration avec le laboratoire. Si on a un rayon qui arrive sur une surface transparente, puis qu'il fait une réfraction pour passer dans l'autre milieu, bien, en laboratoire, on a vu qu'il y a toujours aussi une petite partie du rayon qui est quand même réfléchie. Même si la surface est transparente, ça va être toujours vrai. Il va y avoir un peu de lumière qui est réfléchie puis qui reste dans le milieu incident. Puis ça obéit à la loi de la réflexion. Donc là, aujourd'hui, on va un peu s'intéresser plus à ce rayon-là.
Puis la situation qui nous intéresse, on va l'examiner par un exemple. On a un rayon lumineux qui est dans l'eau, qui arrive à la surface, puis il fait un angle de 60 degrés avec la normale pour essayer de sortir dans l'air. On va essayer de calculer l'angle de sortie de ce rayon par la loi de Snell-Descartes. Donc j'ai illustré la situation ici. L'eau, c'est le rectangle. Si on utilise la loi de Snell-Descartes, on va pouvoir utiliser les informations suivantes. Donc, on a l'angle d'incidence. Le milieu 1, c'est l'indice de réfraction 1,33. Je vous le donne. Là, dans le fond, je pense qu'il n'était pas écrit dans l'énoncé, mais il faut qu'il soit fourni. Puis, on a N2. L'indice de réfraction à la sortie, ce serait dans l'air. Donc, c'est un indice de 1. On met ça dans la loi de la réfraction. Donc, voici l'équation. Puis là, on essaie d'isoler θ2. Quand on va faire le calcul, on va se rendre compte qu'on va faire arc sin de la valeur ici qui donne 1,15. Mais un sinus, ça ne peut pas être plus grand que 1. Donc, c'est pas surprenant. Quand on va taper ça sur la calculatrice, on va trouver une erreur. Alors, il n'y a pas d'angle de réfraction ici. On n'a aucun rayon qui est réfracté dans l'air. Pourquoi? La raison, c'est simplement que vous avez vu avec moi que quand le rayon il passe d'une substance qui a un indice plus élevé à une substance qui a un indice plus faible, comme c'est le cas ici, le rayon augmente son angle par rapport à la normale en sortant. Fait que là, on aurait affaire à un angle plus grand que 60 degrés, c'est sûr. Mais ce que nous dit notre calculatrice, c'est qu'en fait, on a même dépassé le 90. Il ne peut pas sortir dans l'air. Cette situation-là s'appelle donc une situation où on va avoir un phénomène de réflexion totale interne. Donc, totale, c'est que toute la lumière va réfléchir et rester dans l'eau, de l'autre côté de la normale. Dans le fond, le rayon, ce qu'il va faire, c'est qu'en entièrement, là, 100% de la puissance lumineuse va être réfléchie, puis ça va décrire un angle de 60 degrés comme ça. Fait que le rayon, il est comme emprisonné dans l'eau. C'est ici résumé, là, lorsqu'un rayon lumineux tente de passer dans un milieu moins réfringent, donc l'indice 2 qui est plus petit, si son angle d'incidence est trop élevé, comme là à 60 degrés, on voit que ça ne marche pas. C'est supérieur à un angle qu'on va appeler l'angle critique. Le rayon ne pourra pas sortir, il y a réflexion totale interne. Donc, il existe un angle critique où est-ce que le rayon ne peut plus sortir. Si on avait un angle plus petit que 60, on aurait, à un angle suffisamment petit, on aurait eu le phénomène de réfraction. Le rayon, il aurait réussi à sortir dans l'air avec un angle plus grand que son angle d'incidence. Il y aurait quand même une partie du faisceau qui serait réfléchie, mais pas totalement. Là, en augmentant l'angle, à un moment donné, il y a un angle limite où est-ce que le rayon, il arrive tout juste à sortir. Là, il va frôler la surface avec l'angle de 90 degrés. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'aquarium puis l'étoile de mer. Dans ces conditions-là, on a encore une réflexion et une réfraction. Vous voyez la réflexion, l'angle s'adapte pour obéir toujours à la loi de la réflexion. Donc, il a augmenté pour être égal à l'angle d'incidence. L'angle critique, ici, on l'appelle θc. Là, au niveau du symbole, on utilise θc. Fait que quand on dépasse cet angle critique-là, on a le phénomène de réflexion totale interne. L'angle critique pour l'eau, on n'a pas la valeur pour le moment, mais on sait que c'est pas plus que 60 degrés. Donc, la réflexion totale interne, c'est quand on dépasse, l'angle d'incidence est plus grand que la valeur d'angle critique, donc aucune proportion du faisceau va réussir à émerger dans l'air. Donc, là, on va s'intéresser au calcul de l'angle critique. Alors, l'angle critique, on le calcule en analysant la situation limite, où est-ce que l'angle d'incidence dans le milieu d'indice plus élevé est suffisamment grand pour que le rayon sorte dans le milieu 2 d'indice plus faible à un angle de 90 degrés. Donc ça, c'est la condition limite. Puis ça va fonctionner ce calcul-là seulement si l'indice 1 est plus grand que l'indice 2. Sinon, vous allez trouver encore une fois une erreur sur la calculatrice. J'ai résumé, l'angle d'incidence correspond à l'angle critique quand θ réfracté ou θ2 égale 90. Là, on va aller faire le calcul qui est demandé à la fin de l'exemple ou l'exercice de la page 12. On demande, ça serait quoi l'angle critique pour l'eau? Donc, ici,
d'après ce qu'on vient de dire, si on veut calculer l'angle critique, il faut que l'angle 2 de sortie dans l'air soit de 90 degrés, ce qui fait que le faisceau y arrive tout juste à sortir avec l'angle maximal. L'indice de réfraction 1, c'est le plus élevé. Le rayon y est initialement dans l'eau avec l'indice 1,33, puis il tente de sortir dans l'air avec l'indice de réfraction 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans la loi de Snell-Descartes. Puis là, on va aller chercher l'angle 1. C'est l'angle critique, l'angle dans le milieu 1, si notre angle de sortie est 90. Donc voilà, ici le calcul. Et puis finalement, ça va faire 1 ici, là, le signe de 90 divisé par 1,33. Puis ensuite, on fait arcsinus de ça. On va obtenir que pour l'eau, qui a un indice de réfraction de 1,33, l'angle critique pour si l'eau est entourée d'air, c'est 48,75 degrés. Ça semble en accord avec le calcul qu'on a fait tantôt. On a vu qu'à 60 degrés, ce qui est dépassé l'angle critique, le rayon n'arrivait pas à sortir. On poursuit avec une autre méthode pour trouver l'indice de réfraction d'un solide transparent. Donc là, on va procéder par une mesure de l'angle critique. On va aller voir le phénomène de réflexion totale interne. Donc là, on va prendre le même montage qu'on a fait pour l'analyse de la loi de la réfraction, puis on va inverser le sens d'arrivée du rayon. Quand le rayon va arriver sur la surface circulaire, la paroi circulaire ici, il va être aligné à la normale qui, elle, suit le rayon du cercle. Donc, l'angle d'incidence ici va être de 0 degré, puis le rayon va pouvoir continuer tout droit. Nous, on va analyser plutôt quand le rayon va tenter de sortir du plexiglas à l'air. Pourquoi? C'est qu'on a vu que le phénomène de réflexion totale interne peut seulement se produire si l'indice 1 dans notre réfraction est plus grand que l'indice 2, donc à la sortie plexiglas à l'air. Fait qu'on va voir sur la vidéo, Rémi va nous montrer comment il a fait pour mesurer la valeur de quand θ incident atteint l'angle critique. On va voir que c'est lorsque le rayon, il va finalement disparaître au niveau de la sortie dans l'air. Si encore une fois le faisceau arrive par la partie courbée du demi-cylindre, on va aller tourner le plateau et on va observer le faisceau de sortie. On va regarder quel va être l'angle d'incidence lorsque le faisceau de sortie ne sera plus présent. Donc, il va finir par disparaître. Et voilà, et c'est à ce moment qu'on atteint l'angle critique. Donc, cet angle critique a été mesuré pour vous et vous avez la valeur ici. Alors, au niveau de l'analyse, on demande, sachant que l'angle critique correspond à la limite où le rayon lumineux parvient tout juste à émerger dans l'air avec un angle limite de 90 degrés, déterminez à nouveau l'indice de réfraction du verre de votre demi-cylindre. En passant ici, on dit du verre, mais c'est plutôt du plexiglas. Mais c'est pas grave parce que techniquement, au niveau de la précision avec laquelle on travaille, c'est le même indice de réfraction. Je vous rappelle que la valeur théorique, on l'avait eu précédemment, c'est 1,49. Donc là, on va comparer qu'est-ce qu'on obtient par réflexion totale interne. Fait que si N1, c'est ce qu'on cherche, parce que là, on analyse la sortie quand le faisceau passe du plexiglas à l'air. Le sinus de l'angle d'incidence, on était à l'angle critique avec un angle de 43 degrés. Puis là, ça va sortir dans l'air qui a un indice de 1 avec un angle de sortie θ2 de 90 degrés. Donc, on va faire le calcul. Alors, N1, la valeur expérimentale est ici 1,466. Donc, c'est déjà un peu plus précis que l'expérience qu'on a fait précédemment. Mais on aurait pu augmenter la précision de l'expérience précédente des façons dont je vous avais déjà parlé, puis aussi en augmentant le nombre de points mesurés. Mais là, avec seulement un point, on arrive quand même à quelque chose de très proche. Donc, je vais aller vérifier quelle est la valeur du pourcentage d'écart relatif. Toujours intéressant de vérifier ça. Je vous rappelle que pour ce calcul-là, je ne l'écrirai pas, là, mon crayon. C'est pas facile d'écrire avec ça. Mais je vais faire 1,49 moins 1,466.
Donc, j'obtiens l'écart absolu, la différence entre les deux. Je m'assure que c'est pas négatif. Si ça l'était, je ferais une valeur absolue, j'enlèverais le moins. Puis là, je vais diviser maintenant par la valeur théorique qui est 1,49 et faire fois 100. Donc là, cette fois, on est à 1,6 %. Donc, très proche. Maintenant, on demande si l'angle incident dépasse cette valeur de l'angle critique, qu'advient-il du rayon lumineux s'il ne peut sortir du demi-cylindre? Bon, il a répondu tantôt, là, le rayon reste emprisonné, donc il est pris dans le demi-cylindre, puis il réfléchit à 100 %. On va parler un peu maintenant d'application de ça. Donc, en fait, là, dans les appareils optiques, comme par exemple des microscopes, dans ceux qui sont plus sophistiqués, on a souvent des prismes transparents qui sont utilisés plutôt que des miroirs. Donc, ils sont utilisés comme si c'était des miroirs, là, les prismes dans ces appareils-là, de façon à réfléchir la lumière. Donc, si on se demande bien, pourquoi, bien, c'est parce que dans le fond, même les meilleurs miroirs ne réfléchissent pas la lumière à 100 % comme peut le faire une réflexion totale interne. Donc, c'est un peu surprenant, là, mais un matériau transparent permet de mieux réfléchir la lumière qu'un miroir. Parce que sinon, on aurait une perte d'intensité lumineuse. Puis là, chaque réflexion, ça fait perdre une qualité au niveau de l'image. Avec réflexion totale interne, il n'y a aucune perte de qualité de l'image, donc la lumière est réfléchie à 100 %. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est lorsqu'on parle de réflexion avec des appareils qui ont des lasers. Certains lasers sont suffisamment puissants qu'ils feraient fondre ou même ils brûleraient la surface du miroir, donc ça endommagerait l'appareil assez rapidement. Les prismes peuvent être utilisés de façon comme un prisme conventionnel, ça c'est pas cher, on peut l'utiliser pour faire une réflexion à 90 degrés, sauf qu'il doit être bien aligné pour produire cette réflexion-là. Il existe une façon, des prismes qui permettent un ajustement beaucoup plus facile. On appelle ça des prismes penta. Puis ces prismes-là, il y a comme toute une zone où est-ce que, même s'il est tourné un peu, il va réfléchir le rayon quand même exactement à 90 degrés de la façon qu'il arrivait. Fait qu'on voit ici, c'est un peu dur à voir, là, mais le rayon incident pointillé aussi, il est perpendiculaire à comment il va ressortir. Même chose pour le rayon qui est plein. Donc, ceux-là sont plus faciles à ajuster et ils fonctionnent pour un plus large éventail d'angles d'incidence par rapport au prisme conventionnel qui a vraiment, il doit être exactement placé de la bonne façon pour réfléchir à 90 degrés. Fait que dans un appareil où on veut juste réorienter le rayon dans une autre branche à 90 degrés, les prismes penta sont très avantageux. Ils sont un peu plus coûteux, mais c'est très simple à utiliser. On a aussi les cataphotes qui sont une autre forme de prisme qui permettent de réfléchir la lumière, mais cette fois sur elle-même. Donc, la lumière va revenir parallèle à la façon qu'elle arrivait. Puis, ça aussi, il y a un éventail de plusieurs angles d'incidence auxquels ça va fonctionner parfaitement, puis retourner la lumière parfaitement. Ça, c'est utilisé, oui, dans les appareils optiques, mais aussi dans les objets de la vie courante. Par exemple, les réflecteurs de bicyclettes, même ou sur les voitures, ce sont tous des petits cataphotes, donc qui retournent la lumière des phares dans les yeux de la personne. Donc, les phares de ta propre voiture sont réfléchis et reviennent à tes yeux, ce qui te permet de voir le réflecteur de l'autre véhicule. Les vêtements réfléchissants aussi sont souvent munis de miniatures petits cataphotes. Puis, il y en a aussi dans les appareils optiques, comme j'ai mentionné. Simplement, ici, on voit une paire de jumelles. Si on veut avoir un large champ de vision avec les jumelles, c'est avantageux d'utiliser des prismes qu'on appelle des prismes de Porot, mais qui sont un peu le même principe qu'un cataphote. Bien, c'est qu'on peut placer les lentilles de façon plus large pour aller capter une image plus panoramique. Mais les yeux, eux autres, sont plus rapprochés, donc il faut redresser là, le rayon pour qu'ils puissent parvenir aux yeux qui sont moins éloignés entre eux. On voit ici aussi une schématisation d'un microscope optique assez sophistiqué, mais là-dedans, là, il y a une multitude de prismes. En gros, on voit ici l'oculaire dans lequel on peut visionner l'image, mais là, on a des prismes qui réalignent le faisceau. Là, on a l'éclairage aussi qui est réaligné. Maintenant, on va aller faire l'exercice A à la page 17.
Donc ici, on a un rayon qui va arriver à l'entrée d'un cube, puis on veut voir quel chemin il va prendre là, à mesure qu'il fait des réflexions-réfractions, jusqu'à ce qu'il émerge du cube. On va commencer par regarder l'entrée du faisceau. Le faisceau va entrer avec un angle d'incidence, θ1 de 50 degrés. Ça, c'est dans l'air, c'est entouré d'air. Donc l'indice 1 est 1, puis l'indice 2, c'est l'indice matériaux qui forment le prisme, c'est 1,35. Donc, quand on fait notre premier calcul avec la loi de Snell-Descartes pour l'entrée du faisceau dans le cube, là, en passant, il serait impossible d'avoir de la réflexion totale interne parce que l'indice va aller en augmentant. Donc là, c'est sûr que ça va rentrer. Alors, si je fais le calcul ici avec mes valeurs, je vais obtenir que l'angle de réfraction, on va allonger la normale là, pour le voir, cet angle de réfraction-là, donc c'est 34,6 degrés par rapport à la normale à l'intérieur du matériau. Donc là, le rayon va ensuite parvenir à la face du haut du cube. On va faire un petit peu de géométrie ici pour aller calculer l'angle d'incidence quand le rayon va essayer de sortir à la deuxième réfraction. Donc cet angle-là, on peut voir que on considère ici, si on considère qu'un triangle rectangle, l'angle à la base qu'on connaît, c'est 34,6, mais on a aussi que de l'autre côté, c'est 90 degrés puisque c'est un triangle rectangle. Sachant que la somme des angles internes d'un triangle donne 180 degrés, on peut en déduire que l'angle au sommet, ça va être 180 moins 90, ce qui fait 90 ici, là, moins le 34,6 aussi. Donc, il nous reste 55,4 degrés au sommet. Ça va être donc l'angle 1 pour la réfraction 2. L'indice 1, cette fois, c'est l'indice du cube parce que là, on est premièrement dans le cube puis on essaie de sortir en deuxième lieu dans l'air. Donc là, on a l'indice 2 qui est de 1. On met nos valeurs dans l'équation. Ici, il est possible qu'on ait un cas de réflexion totale interne puis que ça ne sorte pas parce que l'indice 2 est plus faible. Effectivement, quand on fait le calcul, c'est ce qu'on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre schéma face à cette situation-là? Bien, notre rayon va simplement continuer sa progression dans le cube avec une réflexion exactement au même angle que l'angle d'incidence sur cette surface-là. Donc là, on arrive maintenant à la face de droite, la réfraction numéro 3. On veut déterminer l'angle d'incidence pour la réfraction. Mais voyez-vous que finalement, on a le même angle qu'on avait du côté de la face gauche parce qu'on a encore une fois un triangle rectangle formé de 90 degrés, 55,4 degrés. Donc, qu'est-ce qui reste pour le dernier angle? C'est le 34,6 degrés. Alors, on a un angle 1 pour la réfraction 3 de 34,6 degrés. On a l'indice 1 qui est toujours l'indice du cube, donc 1,35. Puis, ça tente de sortir dans l'air. Et on fait notre calcul. On insère ces valeurs-là dans la loi de Snell-Descartes pour calculer l'angle de sortie dans l'air. Il serait possible ici d'avoir une réflexion totale interne encore parce que notre indice 2 est plus faible. Mais là, on a diminué l'angle d'incidence. Donc, peut-être que ça va sortir. Quand on fait le calcul, on se rend compte que oui, ça fonctionne. Il y a une réfraction cette fois. Donc, le rayon va pouvoir émerger du cube avec un angle de 50 degrés par rapport à la normale à la sortie. Juste, je vais mentionner quand même qu'à chaque fois qu'on avait une réfraction, il y a une réflexion. Donc, je ne les ai pas dessinés parce qu'ils n'étaient pas en lien direct avec la question. Mais à l'entrée, on aurait eu aussi un rayon, une partie du rayon qui est réfractée, qui reste dans l'air. Puis, à la sortie, on aurait aussi une autre partie du rayon qui va continuer dans le cube. Dans la question B, on augmente l'angle d'incidence à une valeur de 70 degrés. Comme j'ai mentionné tantôt, il va quand même entrer le faisceau, mais parce que là, on sait que l'indice augmente. Là, c'est le même calcul qu'on a fait dans l'étape réfraction 1 du numéro A. Tout ce qui change, c'est le 50 degrés devient 70. Quand on fait le calcul, maintenant, ça va donner une autre valeur. C'est plus 34,57, c'est 44,1. Pourquoi je vous montre ceci, puis que je vous fais refaire le même calcul, c'est parce qu'on veut en venir à une conclusion. Maintenant, si on regarde la deuxième réfraction, bien, dans ce cas-là, à la face du haut, on va avoir un angle d'incidence
qui va être cette fois de 45,9. On l'obtient en faisant 180 degrés, moins 90, moins 44,1. Puis de là, on calcule à nouveau. Puis là, cette fois, le rayon va pouvoir sortir. Dans ces circonstances-là, qu'on a augmenté l'angle d'incidence pour entrer dans le matériau, bien, à ce moment-là, il y a moins de chances que le faisceau soit emprisonné dans le matériau. Là. On a ici un angle de sortie. Le rayon va pouvoir sortir directement. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle les fibres optiques. Parce que les fibres optiques, c'est une espèce de petit câble vraiment extrêmement mince qui est transparent, qui emprisonne la lumière puis qui permet de la faire voyager par réflexion totale interne. Vous savez que la lumière voyage extrêmement vite, donc c'est pour ça qu'on utilise ça dans les télécommunications parce que ça voyage à la vitesse de la lumière, donc ça prend une fraction de seconde puis ça peut se rendre au Japon. Donc les fibres optiques, l'idée est simplement qu'on va prendre un matériau transparent, donc ici, puis il va être enrobé d'un matériau qui est d'indice plus faible. Puis ça va faire en sorte d'emprisonner la lumière, puis par réflexion totale interne successive, la lumière va pouvoir suivre le chemin de la fibre optique. Puis c'est ce qui permet de faire une fibre qui permet de faire prendre un chemin courbé à la lumière. La lumière ne va jamais voyager de façon courbée dans sa trajectoire. C'est toujours une ligne droite, sauf que si on fait de multiples réflexions, ça permet de suivre le chemin de la fibre optique qui, elle, est courbée. Donc ici, il y a des schémas un peu plus réalistes que celui que j'ai en haut. C'est que, dans le fond, on a un cœur pour la fibre optique, puis on a la gaine optique. Donc ça, c'est le cœur, c'est dans ça que voyage la lumière. La gaine optique, c'est l'indice de réfraction qui est plus faible que le cœur, qui permet d'avoir le phénomène de réflexion totale interne où la lumière reste emprisonnée dans le cœur. Puis là, on a juste une gaine protectrice là, en plastique autour. Donc, c'est très, très mince. Là, vous voyez ici des diamètres qu'on peut voir. Là, le cœur à peu près 10 micromètres, donc c'est plus mince qu'un cheveu. Un cheveu, pour vous dire, c'est à peu près 50 micromètres. Là. Donc, la fibre optique est plus épaisse qu'un cheveu quand on tient compte là, de la gaine, des deux gaines, mais pas le cœur. Donc, les fibres optiques sont, comme j'ai dit, sont utilisées dans le domaine des télécommunications, mais aussi beaucoup dans le domaine médical. Par exemple, on peut faire voyager la lumière d'une caméra puis l'envoyer à un ordinateur pour faire une chirurgie arthroscopique, c'est-à-dire on ne fait pas une grande incision puisqu'on peut observer ce qu'on fait à l'intérieur à l'aide d'une caméra. Même chose pour de la chirurgie plastique, mais aussi pour le diagnostic. Par exemple, là, on peut se servir de caméras endoscopiques pour aller examiner dans les bronches, les poumons, là, voir s'il y a quelque chose d'anormal, mais aussi dans tout le système digestif, donc ce qu'on appelle une gastroscopie, endoscopie aussi. Donc, on va terminer la matière là-dessus. Maintenant, vous avez aujourd'hui à travailler les questions 10 à 13 de la fin du document.